Bonjour à tous. Alors évidemment, dès qu'on parle jeunesse, il y a toujours beaucoup de monde, c'est bien. Mais bon, il s'avère qu'il y a aussi beaucoup de monde dans d'autres événements et on est toujours très enchanté de pouvoir organiser ce type de manifestation. Alors là, vous êtes sur le pavillon de Énergie 2050, une association qui travaille à la fois dans le cadre des négociations climat, puisqu'on produit le guide des négociations climat, on accompagne des pays à mettre leurs contributions prévues déterminées au niveau national, on met ensuite les choses en œuvre avec des gouvernements locaux, on a beaucoup d'activités ici avec gouvernements locaux unis d'Afrique, et enfin on le décline toute la chaîne durant, sur la mise en œuvre dans des projets concrets, et on va jusqu'aux citoyens, avec évidemment tout ça comme trait d'union, des actions de formation, et on reparlera tout à l'heure avec Guillaume d'une exposition artistique qui mélange citoyenneté et création artistique. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le citoyen aussi puisse s'y retrouver dans ces sujets très complexes, avec aussi peut-être de l'émotion, parce que l'émotion est un trait d'union extrêmement important, et on aura l'occasion d'en reparler, parce que le savoir sans cette émotion qui donne envie d'agir, on en parlait tout à l'heure, monsieur le ministre, très clairement, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on a toujours voulu de l'expertise sur l'ensemble des sujets de la transversalité, de la mise en œuvre du développement durable, mais aussi de l'émotion et de la connaissance, même pour le citoyen. Le célèbre guide des négociations qu'on produit pour la francophonie, on fait aussi une version décryptée pour le citoyen, parce que le citoyen ne comprend pas ces sujets. Voilà, donc pour vous dire pourquoi on vous a accueillis, évidemment AECP nous a abordé, puisqu'on a fait un appel, on a ouvert notre pavillon au-delà de nos événements à d'autres événements. Alors on a discuté bien sûr, le projet est génial, bravo. Le projet doit continuer, bravo. Il doit s'élargir parce que très clairement, vous êtes aussi des passeurs futurs de flambeaux. Donc on vous a accueillis. Sachez qu'on a quand même eu plus de 300 candidatures pour les événements ouverts hors de nos événements propres sur notre pavillon. Donc pour dire combien l'attache d'importance à ce sujet. Donc pour cette présentation préliminaire, évidemment, je vais m'arrêter. On va passer la parole aux différents intervenants. On aura l'occasion d'avoir un échange ensuite. Mais on tenait à vous dire bienvenue. Surtout, écoutez bien, mais gardez ce petit lien avec l'émotion. Parce que c'est quand même d'un sujet sérieux, l'air de rien, dont on parle, un sujet qui devrait impliquer plus de bonne volonté autour de la table, et l'éducation est un des traits d'union indispensables pour que ça puisse se mettre en place. Alors je vais passer la parole à Maryse Clary, qui est la fondatrice de l'AECP, qui va faire de ce qui a marqué sur le papier, donc je ne fais que répéter, et donc qui va faire un petit peu la tournée des interventions au sens plus, j'ai envie de dire, dans le sujet propre d'aujourd'hui. Et ensuite, on aura une série de questions-réponses avec vous, évidemment sur un jeu. Et n'hésitez pas à poser ensuite toutes les questions qui vous tracasseront, qui vous interpelleront, qui vous donneront envie d'agir, voire même d'aller plus loin. Voilà, on vous remercie. Puis, bonne réunion à nous tous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le délégué à la jeunesse, Messieurs, Mesdames et vous les jeunes, l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire que nous avons créée en 2015 à la suite de la COP21 est très fière d'organiser pour la première fois une table ronde avec des jeunes venus de 14 équipes disséminées de par le monde. Au Québec, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Maroc, au Tchad, en République du Congo. Nous sommes convaincus que les sociétés du monde ne parviendront pas à faire face au réchauffement climatique par des mesures politiques, juridiques, économiques ou techniques, si celles-ci ne s'accompagnent pas en même temps d'une refonte radicale des systèmes éducatifs allant au-delà de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous devons revoir intégralement nos façons de penser et d'agir et recréer les liens que nous entretenons entre nous et avec les écosystèmes qui nous entourent et qui nous font vivre. Un petit rappel pour l'AECP, à la COP21 à Paris, le collectif Paris Éducation 2015, dont nous faisions partie, avait publié un manifeste pour vivre ensemble à 10 milliards changeons l'éducation. Et nous avions obtenu que pour la première fois, l'éducation soit présente au sein de la COP sous la forme d'un thématique day. À la COP 22 à Marrakech, nous avions organisé un side event sur l'éducation avec nos amis marocains, où nous avions fait intervenir 3 équipes du Nord et du Sud, et nous avions publié le rapport d'activité de toutes les équipes que nous avons autour de la Terre.
Permettez-moi de vous présenter le groupe d'initiative de l'Alliance. Tout d'abord, Jacqueline Charon, qui est membre fondateur de l'Alliance, présidente des Amis de Circé, qui est l'association qui gère l'AECP. Anne Tonkovic, qui est co-organisatrice du forum, et puis moi-même, Maryse Clary, membre fondateur aussi de l'AECP, maître de conférence honoraire de l'Université d'Aix-Marseille, et j'ai été chargée de recherche internationale dans le cadre de l'Union européenne, des pays de l'OCDE et de l'UNESCO. Nous sommes très sensibles, messieurs, au fait que malgré vos hautes responsabilités, vous ayez pris sur votre emploi du temps qui est très chargé. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté de participer à cette table ronde. Monsieur Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC, groupe d'experts international sur l'évolution du climat, médaille d'or du CNRS, prix Nobel de la paix. Monsieur Jean-Luc Gruc, ministre wallon du budget, des finances, de l'énergie, du climat et des aéroports. Monsieur Simon Lallieu, délégué du Conseil de la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Guillaume de Laboulé, responsable du programme de l'ONG Énergie 2050, ainsi que monsieur Stéphane Poufari, directeur général, fondateur, président d'honneur de l'ONG Énergie 2050, qui est une association loi de 1901. Nous représentons autour de cette table les différentes sphères qu'humblement, dans nos écoles, à nos niveaux, à l'échelle locale, voire régionale, nous réunissons dans des laboratoires d'idées qui accompagnent les jeunes dans leurs projets. Le monde éducatif, le monde scientifique, le monde politique, le monde associatif. Notre but est d'amener les jeunes à être des acteurs clés de la transition écologique, économique et sociétale. Nous voulons mettre la jeunesse au cœur de l'édification d'un avenir plus sûr, plus juste, plus solidaire et plus pacifique, car ce sont eux qui vivront dans le monde de demain et que les liens qu'ils vont tisser entre eux ébauchent le projet de civilisation que nous attendons tous. Ayons à l'esprit aussi que si nous voulons changer de société, il nous faut prendre conscience qu'il nous faut d'abord nous changer nous-mêmes. Nous vous remercions, messieurs, d'être à l'écoute de nos jeunes ambassadeurs, de répondre aux questions qu'ils se posent quant à leur avenir et quant à l'éducation qui doit les y préparer. Que la prise de conscience collective d'être tous réunis sous une communauté de destin, au sein de laquelle nous partageons tous les mêmes périls, écologiques ou économiques, les mêmes dangers provoqués par le fanatisme religieux ou l'arme nucléaire, et bien que cette prise de conscience nous amène à devenir les tisserands du réenchantement du monde. Et pour paraphraser Edgar Morin, je dirais que le temps soit venu de changer de civilisation. Permettez-moi, messieurs, de vous poser une question à chacun. Qu'est-ce que c'est qui vous a motivé, les uns les autres, à participer à cette table ronde des jeunes? Monsieur Jean Jouzel, peut-être. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour Monsieur le Ministre. Moi, je souhaite remercier, disons que l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire, vous trois, mesdames, qui avez mis sur pied cette table ronde, Marie, Anne et Jacqueline, et puis merci à Énergie 2050 de nous accueillir. Voilà, nous allons donc répondre à votre question. Eh bien, j'ai été contacté par Jacqueline. Voilà, donc généralement, disons, je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. Je me suis toujours intéressé
disons justement, à l'éducation au changement climatique actuellement, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué. Je pense réellement que ça fait intégralement partie disons, si on veut résoudre ce problème, si on veut apporter des solutions aussi bien pour l'adaptation que la lutte contre le réchauffement climatique, il faut éduquer les jeunes. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des avancées marquantes de l'accord de Paris, hein, d'avoir l'éducation. Je crois que c'est l'article 12 de l'accord de Paris, et c'est très important, il faut le rappeler aussi, hein. Donc c'est une mission de nous tous d'assurer dans le cadre de l'accord de Paris une place importante à l'éducation au changement climatique. Je suis moi-même assez impliqué aux côtés de, par exemple, Pierre Léna en France, qui est en train de créer un centre, disons, pour l'éducation au changement climatique, à l'initiative à la fois de la main à la pâte, mais aussi des académies, hein, des académies au niveau planétaire, avec cette idée, donc c'est plutôt un centre international, avec cette idée de mettre à disposition, alors en premier lieu des enseignants, les éléments pour assurer l'éducation, faciliter l'éducation au changement climatique. Et une des premières initiatives sera probablement le GIEC en est d'accord pour mettre à disposition une version des rapports du GIEC destinée aux enseignants. Ça devrait être une des premières initiatives, et je crois que c'est que j'accompagne, enfin je suis un peu impliqué. Et voilà, donc c'est pour vous dire que je m'intéresse beaucoup à l'éducation. Et hier, j'étais aussi avec des jeunes de Pont-à-Mousson. Donc ça fait partie aussi, je crois, de notre mission qu'on vient ici de participer à ces tables rondes, et en particulier à celles qui concernent les jeunes. Merci monsieur. Monsieur le ministre. Ce sera plus facile comme ça. Merci, mais qu'est-ce que c'est agréable d'entendre votre accent. On se croit déjà dans une ambiance détendue, et on l'est aussi. Mais moi, si j'ai accepté, c'est d'abord parce que j'ai trouvé que l'initiative était originale, intéressante. Et quand on participe à la COP, que ce soit la COP 23 ou d'autres, il y a une série d'abord d'obligations. Là, on parle d'obligations dans lesquelles il y a des discussions, parfois très sérieuses aussi, hein, qui se font. Les textes sont les textes, on doit essayer de les modifier, on joue sur une virgule ou sur un mot. Mais si ça n'était que ça que la COP, il n'y a pas besoin de se réunir ici. On peut aussi le faire par la voie de l'informatique. Et donc, en dehors de l'initiative sympathique, pouvoir rencontrer d'autres, en particulier des jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a aussi des enseignants, le cœur éducatif et pédagogique, c'est sincèrement une conviction chez moi. Même si vous avez vu, j'ai beaucoup de compétences, mais je n'ai pas la compétence d'éducation. Donc je vais sans doute faire rougir le ministre qui va me dire de quoi te mêles-tu. Ben, c'est pas bien grave. Mais c'est la conviction qu'on ne perd jamais son temps à rencontrer quelqu'un d'autre. Qu'on ne perd jamais son temps à écouter quelqu'un d'autre. Et si en plus, ce sont des jeunes qui ont travaillé le sujet, qui ont été préparés dans ce travail, je crois que ça devient même, non pas une obligation, mais un plaisir. Un plaisir d'entendre éventuellement nous corriger dans ce qu'on dit, et peut-être nous permettre de nous améliorer aussi. Et je vais vous faire une confidence. Un certain nombre d'entre eux, je les ai rencontrés hier soir. Ça fait que je me suis perdu dans un endroit à Bonn avec un copain écolo. Moi, je suis libéral, lui écolo, comme quoi, vous voyez, bon. Et puis, on tombait sur quelques jeunes avec leurs enseignants. Eh bien, l'échange qu'on a eu hier soir nous ont fait travailler ce matin sur un projet. Et le projet, j'espère qu'il aboutira. Il faut évidemment, comme vous le savez, toujours trouver les financements, mais bon, on est là pour ça aussi. C'est de se dire, entre la COP 23 et la COP 24, il y a du temps. On va profiter de ce temps pour que, pas uniquement les jeunes qui sont ici, mais les jeunes de Wallonie dans leur plus grande globalité, puissent à travers un film dont je n'ai pas encore choisi la thématique, et peut-être que les propositions viendront des jeunes eux-mêmes, puissent circuler sur le territoire avec un encadrement pédagogique, un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est la COP 23. Le point d'arrivée, c'est la COP 24. Et que ces jeunes nous disent ce qu'ils veulent voir modifié dans les textes, comment ils veulent le voir modifié, ce qu'ils veulent voir amélioré ou ce qu'ils ont envie de critiquer. On se fera simplement leur porte-parole. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait là-dedans une émission politique, mais il faut pouvoir donner des espaces de dialogue et le faire de la manière professionnelle. J'en termine là, parce que sinon, il faut me corriger, je suis toujours trop loin, je vous le dis. Mais j'en termine là parce que je crois que les thèmes qu'on évoque ici, la lutte contre la dérégulation climatique, sont des thèmes qui ne sont pas faciles.
Ils demandent une préparation, ils demandent une explication, ils demandent une information, ils demandent même parfois de l'étude. Et si on ne le fait pas avec les jeunes dans leur milieu scolaire, eh bien on va rater une partie du public qui ne va rien comprendre, si ce n'est qu'une seule chose, tout ça coûte cher. L'argent, et ce n'est pas le ministre du Budget qui dit le contraire, est important, mais quand ça coûte cher pour sauver votre peau, c'est un peu moins cher et c'est surtout plus intelligent. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, on va donner la parole au délégué de la jeunesse. Merci beaucoup. Évidemment, mes premiers mots seront des mots de remerciement pour l'Alliance qui a organisé cet événement que je trouve absolument magnifique. C'est une histoire superbe qui est en train de se raconter là et qui va continuer. Alors, pourquoi est-ce que ma participation à cette table ronde? Parce que mon mandat, depuis le début, il a suivi la ligne rouge de l'éducation au changement climatique. Pourquoi? Parce qu'en 92, au sommet de la Terre à Rio, il y a eu l'article 6 de la Convention 4 des Nations Unies qui portait sur la sensibilisation et l'éducation. C'était un très bel article, très ambitieux. Et là où je suis peut-être un peu en désaccord avec M. Jouzel, c'est que l'accord de Paris a un article, l'article 12, vous avez tout à fait raison, bien entendu, ce qui porte sur l'éducation, mais personnellement, j'ai senti ça comme une régression sur le plan international. Et je crois qu'il faut marteler, qu'il faut rappeler tout le temps dans ces négociations, à l'échelle locale, que l'éducation est un levier très efficace et surtout, et là peut-être c'est au ministre du Budget que je m'adresse, qu'il ne coûte pas cher et qui a des résultats sur le long terme. Donc voilà, c'est une passion pour ce sujet, comme on la partage avec d'autres membres. Alors, puisque Jacqueline m'y invite et m'y autorise, voilà, je pense pouvoir lancer la vidéo qui a été préparée. Alors, je vous laisse vous coordonner. D'accord ? Donc, c'est une vidéo qui a été préparée par les jeunes, c'est leur travail, leur idée, qui a été préparée par les jeunes pour sensibiliser sur le thème de l'éducation au changement climatique. Ils ont préparé ça hier. Il y a un résultat magnifique qui a aussi été, qui a demandé un travail d'expertise. Et voilà, je vous propose de la visionner. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais... Bon, peut-être d'abord, Monsieur Laboulé va répondre à la question qu'on avait posée. Oui, merci. Si vous voulez mettre la vidéo, je crois qu'elle était sur la clé. Alors, peut-être vous apporter... déjà, on est très heureux de vous accueillir. Stéphane l'a déjà dit, mais moi je vais le répéter parce que c'est vrai. Sur ce pavillon, on regarde la vidéo avant ou... Ouais, j'en mets après. Ok, ça va. On est très heureux de vous accueillir sur ce pavillon. Alors, nous, on a un point de vue évidemment un petit peu différent puisqu'on est une ONG. Très impliqué, comme Stéphane l'a dit, sur la négociation climatique, très impliqué sur l'élaboration des politiques, sur des choses très techniques, mais on s'aperçoit après, une fois qu'on a formé les politiques, une fois qu'on a élaboré des politiques, il y a la question de la mise en œuvre. Et la question de la mise en œuvre, on travaille beaucoup avec les gouvernements locaux d'Afrique en ce moment. La question de la mise en œuvre, c'est une question d'éducation avant tout. L'éducation, c'est un enjeu transversal. Sans éducation, finalement, on ne peut pas avancer, on peut faire les meilleures politiques, on peut avoir les meilleurs systèmes de suivi, on peut avoir les meilleurs investissements. Sans éducation, et notamment des jeunes, on ne pourra pas progresser vers les objectifs qui ont été fixés dans les ODD et dans l'accord de Paris. Et d'ailleurs, dans ces deux cadres internationaux, l'éducation est reconnue comme un enjeu prioritaire. Pour nous, peut-être, l'éducation, c'est aussi une façon de traduire la science. La science, aujourd'hui, elle n'est pas bonne, mais il y a tout un tas de choses, tout un travail de traduction de la science qu'il faut amener au niveau des populations, au niveau des jeunes et des moins jeunes, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé les rapports du GIEC, c'est pas le plus accessible. Et nous, on essaye vraiment de faire le pont justement entre ce côté politique, ce côté d'élaboration de politique, ce côté négociation et l'implication citoyenne, l'implication des jeunes au niveau local. On a tout un tas d'activités, on parlait du guide des négociations pour les citoyens pour que justement chacun s'approprie cette question. On a développé des outils d'éducation, on a aussi une initiative Ars Planet, on pourra en reparler, mais où on demande à chacun de contribuer, de s'exprimer sur la thématique climatique à travers des œuvres artistiques, parce que pour des jeunes, s'exprimer de façon à l'écrit sur la question du climat, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, quand on demande une contribution artistique, une photo, un selfie, une vidéo, si quelqu'un se sent artiste, un dessin,
ça permet de s'exprimer, ça permet d'impliquer et d'éviter une approche de l'éducation qui soit trop finalement descendante. Vraiment une approche ascendante qui rejoint d'ailleurs un peu ce qui se passe à la CNUC en ce moment. Une approche ascendante où on a une implication par le bas, avec des outils, avec des initiatives comme Ars Planet, et avec tout un tas d'activités. Je pourrais parler, on a essayé d'impliquer aussi différentes écoles, différentes structures comme les maisons familiales rurales. On a eu tout un tas d'activités avec elles. Donc c'était vraiment important de vous avoir ici aujourd'hui, d'exprimer un peu le point de vue d'une organisation de la société civile qui s'engage aux côtés des ministères, aux côtés des organisations, comme vous le savez, aux côtés des écoles, des universités, etc., pour l'éducation à l'environnement, au changement climatique, pour montrer que cet enjeu est crucial et pour que chacun s'engage à son niveau. Je ne sais pas si Stéphane, peut-être vous avez un mot à compléter. Bon, maintenant, eh bien, nous pouvons lancer la vidéo, qui est la partie artistique de... Oui, voilà. Il faut se retourner. Regarde la vidéo d'abord. Ah ben oui, voilà. Nous retournons. Voilà. Les jeunes qui ont participé à la vidéo, si vous pouvez vous lever, j'essaie de traduire avec le son. Avec un micro aussi. Prenez un micro, ça sera. Il vaudra mieux prendre un micro. Voilà, on va nous raconter comment la vidéo s'est passée. Donc, Ok, d'accord. Super génial. On s'est tous retrouvés et on voulait tous faire passer un message, mais tous nos messages ils étaient différents. Alors on a décidé de fusionner tous les messages pour tous dire ce qu'on pensait, chacun notre message qui finalement est le même. Enfin, en un sens. En fait, ça raconte que chez nous, on fait des actions et qu'on veut les partager à toute la planète. Et pas ça. Mais non, maintenant. Oui, voilà. Merci. Bien, maintenant, je crois que les jeunes ont des questions à vous poser. Non. Et... non. Sur les textes, Voilà. on les a pas. Voilà. Donc, première question. ici, un micro. Venez. Prenez un des micros là. Elle arrive. Et avant qu'on commence, on te fait donner les textes. Donc déjà, 5 minutes avant. bonjour à tous. Bien le mettre devant.
Au-dessus, faut le mettre au-dessus. Donc bonjour à tous, je m'appelle Léa Delette, je viens de France. Et donc j'aimerais vous poser une question. Donc comment donner à l'éducation, à l'environnement et au développement durable la place qu'elle mérite dans l'enseignement? Et vous me donnez combien de temps pour vous répondre? 2 minutes. Mais cette question ne devrait pas se poser. Parce que ça devrait naturellement être dans l'enseignement. Si ce n'est que je crois qu'il y a des horaires qu'on doit pouvoir encore aménager si on regarde ça de manière très conservateur, et surtout qu'on peut profiter de tous les cours pour y mettre le message climatique. L'avantage du climat, quand vous êtes ministre, mais c'est vrai également dans l'enseignement, c'est que tout se décline sur le climat. Le climat, il est partout. Et donc, quel que soit le cours que vous donnez, géographie, éducation physique, chimie, histoire, on peut systématiquement y mettre du climat. Ça doit être un fil conducteur. Je ne crois pas par contre à une obligation. Je ne crois pas à un cours qui soit dédicacé au climat. Parce que sinon on vous dira demain, il faut en faire aussi pour le permis de conduire. Il faut en faire un pour la citoyenneté, un pour les religions. Okay. Tout ça, c'est très bien. Mais lorsque, dans les mentalités, on a compris que changer le monde, ce qui est merveilleux, faire évoluer le monde et pas en faire une révolution. Hein, vous savez, les extrêmes, ce que je disais tout à l'heure, les extrêmes ont toujours des solutions simplistes. Les solutions, elles ne sont pas simplistes, elles sont complexes. Ce sont vos enseignants, dans le débat avec vous, qui les trouveront, mais qui aussi vous feront comprendre tout le charme de faire évoluer tout cela. D'accord, merci. Oui, non. Oui, moi Monsieur Jean je suis assez... Bon, je pense que je suis sur la même ligne. Disons, le climat est... oui, ça va. Le climat est vraiment très fortement interdisciplinaire. Et effectivement, chaque discipline peut se l'approprier. La réalité, quand même, c'est que je ne connais pas bien le système Ballon, en Belgique, mais en France, c'est quand même assez disciplinaire. Et on voit bien que s'approprier pour un enseignant ou non, parce que c'est souvent non, ou non, le problème climatique dépend aussi de la volonté des enseignants. C'est d'ailleurs pour cela que donc cette initiative est vraiment dirigée vers l'enseignant. Le premier point, il y a la volonté de l'enseignant, le désir de le faire, et très souvent aussi, l'enseignant se plaint de ne pas avoir les outils pour faire cet enseignement. Donc il faut aussi, je crois que c'est notre rôle, et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'impliquer à tous les niveaux, c'est aussi notre rôle de fournir aux différentes disciplines les éléments pour qu'ils puissent s'investir. Parce que vous soyez même en France, disons que vous soyez en L ou bien en économie, ou bien, disons, en sciences très dures, eh bien, vous pouvez parler de climat, hein, c'est vrai aussi pour les sciences, ça touche vraiment toutes les disciplines, hein, donc c'est cela qu'il faut faire, mais la difficulté, c'est que, évidemment, on ne peut pas forcer les enseignants, mais il faut aussi les inviter à le faire et puis les aider à le faire. C'est un peu ça le message. Nous, ce que nous préconisons, ce sont des projets que les élèves accomplissent en grandeur nature sur leur territoire. Et c'est pour ça, vous avez dit effectivement qu'à la fois c'est dans les disciplines et puis aussi toutes les disciplines ne convergent pas dessus. C'est pour ça que nous nous entourons aussi de laboratoires d'idées où il y a à la fois des enseignants, il y a à la fois des scientifiques, il y a à la fois le monde associatif et puis aussi les responsables politiques territoriaux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se confrontent à la société, ils se confrontent au réel et disons que c'est un peu une pédagogie par le concret. C'est par là, je crois, qu'on arrivera à changer, à faire peut-être évoluer les mentalités. Alors, ouais, je vais juste une intervention parce que c'est quand même une question clé, donc je vais quand même apporter un petit ajout. Je suis tout à fait d'accord, il faut vraiment une approche globale qui implique l'ensemble des acteurs. L'éducation, c'est pas juste une question de comment vont évoluer les programmes. L'éducation, et on parlait des professeurs, il y a des professeurs qui sont motivés. Hein. Nous, on a l'expérience, par exemple, des maisons familiales rurales, mais ces professeurs-là, et pour avoir fait des formations aussi avec eux, ces professeurs-là ne sont pas formés aux enjeux climatiques et énergétiques. Ils n'ont pas conscience des enjeux, et on peut se demander, malgré toute la bonne volonté du monde, comment des gens qui ne sont pas formés à ces enjeux-là peuvent ensuite former des jeunes.
La deuxième point que je voulais apporter, c'est que l'éducation, c'est pas juste vous à votre âge, c'est aussi des professionnels. Je prends un exemple, on intervient dans des formations initiales à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme qui représente 14 pays africains. C'est une institution clé de l'urbanisme et de l'architecture en Afrique. Ces formations-là, jusqu'à ce que nous on intervienne, ne proposaient aucune formation sur l'efficacité énergétique du bâtiment, par exemple, sur comment faire du bâtiment durable. Donc ça passe par là aussi l'éducation. C'est aussi, comme on a dit, le climat c'est très transversal et il faut intégrer ça dans l'ensemble des spécialités, pas juste au lycée, mais aussi dans les universités. Et le troisième point que je voulais soulever, c'est que faut faire attention. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. N'attendez pas que ça soit au niveau des ministères qu'on bouge. Aujourd'hui, vous avez énormément d'organisations, la nôtre, Climate, d'autres, qui bougent sur l'éducation climat et qui attendent que vous vous engagiez de façon volontaire pour vous impliquer, pour influencer, pour comprendre les enjeux. C'est à vous aussi de faire cette démarche, de vous éduquer en dehors de l'école et en dehors de l'éducation traditionnelle. Voilà, c'est un peu les points que je voulais soulever. En une phrase, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et si vous me permettez de résumer, en une phrase, il y a l'éducation formelle par les cours, l'éducation informelle, comme vous êtes, l'Alliance. Il faut lier les deux, il faut travailler sur tous les sujets, il faut travailler sur les négociations internationales. Et voilà, il faut de l'interconnectivité aussi dans cette éducation. Voilà, mais je crois qu'il faut surtout laisser du temps aux jeunes pour s'exprimer. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Maëva, je viens également de France. Donc ma question, comment peut-on développer la valorisation des projets que nous avons menés dans les établissements et que pouvez-vous faire ? D'abord en faisant marcher votre cerveau. Les meilleures solutions sont celles qu'on trouve soi-même, à côté de chez soi. Si vous avez trouvé une nouvelle pratique, si vous voulez adopter un nouveau comportement, pratiquez-le sur le plan local, communiquez sur un plan plus régional, puis un jour ce sera repris sur un plan national. Think global, act local. Ça commence par là. Et il n'y a pas de petits changements. Il n'y a pas non plus des changements impossibles à pratiquer. Donc c'est vraiment dans votre quotidien que ces changements doivent parvenir. Et il suffit de traverser cette salle ici. Pourtant, tout a été fait pour essayer de penser au climat. Je suis certain que si on vous donne 10 minutes, dans les 10 minutes, vous êtes revenu avec des solutions ou des améliorations que vous aurez pu apporter. Donc c'est une mentalité. Demain, le monde ne va pas être moins beau, moins bon. Positivez, restez positif. Mais demain, vous aurez plus une obligation d'hier à trouver des solutions. Ne perdez pas votre temps. Et quand vous avez une bonne idée, diffusez-la. Vous avez la chance d'avoir le net. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, une bonne idée sur le net, elle fait le tour du monde plus rapidement que ce que vous faisiez à l'époque. Profitez des outils qui sont à votre disposition. Je ne me suis pas encore fait aspirer par mon autre rendez-vous, donc j'écoute et du coup, c'est évidemment très intéressant comme question, parce que c'est la question que tous les acteurs posent aujourd'hui. Et je vais me permettre de rebondir sur la précédente question pour dire que cette question de l'éducation à l'environnement, au développement durable et au changement climatique, c'est une question qui dépasse très largement la jeunesse. Aujourd'hui, on a cité plusieurs fois, alors on a des projets, Jean Jouzel nous faisait un clin d'œil en disant répondez, ben oui, on a des projets dans énormément d'endroits, avec beaucoup d'acteurs de la société civile, des gouvernements locaux, très importants, ça a été signalé aussi par Maryse. Tout à l'heure on parlait avec Monsieur le Ministre des instants concertation francophone ministérielle. Quel est l'enjeu ? De finalement que chacun comprenne, d'une part, qu'est-ce qui est en train de se décider ? Qu'est-ce qui est en train de s'organiser et qu'est-ce qui se passe au-delà de la science et du contenu qui doit nous permettre d'être une alerte. Et je fais un clin d'œil à nos amis du GIEC qui maintenant, je le rappelle pour vous, devient un organe pas simplement d'information mais consultatif. Et je vous rappelle qu'ils vont sortir l'année prochaine leur premier rapport, alors qu'ils en ont sorti plein. J'ai même moi-même été associé en reviewer sur le rapport spécial des énergies renouvelables. Ils vont être associés et la CNUC, la Convention, va devoir prendre en compte cette fois-ci la réalité scientifique qui jusqu'à présent, jeunes gens, était informative. Et je le rappelle, dans tous les documents scientifiques, notamment le dernier, le Gap Report, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire, jeunes gens. Donc l'agenda dont parlait Guillaume, qui dit effectivement il faut aller vite, bah oui, on est, si on additionne les contributions nationales, sur une trajectoire 3,5 à 4 degrés. Conclusion, l'agenda du 2 degrés, voire du 1,5, vous voyez bien qu'il y a un petit peut-être problème de calendrier. Et tout à l'heure, je l'ai dit dans mon propos d'introduction, nous on est dans l'action, les uns là, je pense autour de la table, et l'action c'est pas l'agenda politique, c'est l'action de la mise en œuvre. Alors dans la formation, il faut que chacun comprenne le bon mot avec les gouvernements locaux
ils doivent être des leaders territoriaux. Ils doivent organiser. Les ministres, eux, ils doivent avoir une vision de prospective pour leur pays, pour aussi développer. Mais les enseignants, eux-mêmes, doivent avoir une part du bon langage, du bon mot. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on revendique, ce qu'on demande aux acteurs de la formation, des associations, les ministres, les élus, les chercheurs, c'est de décrypter par rapport à la bonne cible. Vous n'avez pas vocation à être des spécialistes des négociations. Je fais ça depuis un certain nombre de décennies et je vais vous dire, c'est chaud. Vous serez peut-être, certains d'entre vous, des chercheurs. Là, chercheur parlera à chercheur avec une exactitude dans la science qui est effectivement importante. Quand on parle à un élu, on doit lui donner l'envie d'agir sur un territoire sur lequel il va projeter une stratégie de développement bas carbone, porteuse de développement, peut-être avec l'adaptation pour l'Afrique, plus l'atténuation chez nous, tout en prenant en compte l'adaptation. Donc vous voyez que cette gymnastique permanente, eh ben, elle est ni plus ni moins qu'une grande révolution. Si on ne change pas notre vision de l'éducation, on va arriver tout bêtement à faire des militants qui vont faire du plaidoyer décalé et ou des super spécialistes qui ne trouveront pas de boulot. Alors que dans l'action, c'est la plus grande révolution économique qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on attire vraiment l'attention sur la compréhension du besoin que vous avez, et même les jeunes qu'on parlait tout à l'heure, vos projets, remontez les manches, allez voir vos élus locaux, vos enseignants, vos profs, trouvez 3 francs 6 sous, faites-le, et du coup vous aurez des effets ricochets. Parce que le financement tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas fait pour ces petits projets, même si on doit les soutenir. Bon, Monsieur le ministre ayant un emploi du temps chargé et devant nous quitter, nous continuerons les questions que nous avons à poser après et les jeunes vont vous présenter, messieurs, 2 textes qu'ils ont écrits à vos intentions. Oui. Donc, nous, jeunes citoyens du monde, demandons votre attention. Aujourd'hui, nous nous mobilisons déjà dans nos établissements scolaires, nos associations et dans notre vie quotidienne pour le développement durable. En effet, nous faisons partie de clubs EDD et dans ce cadre, nous sensibilisons nos condisciples à l'amélioration écologique dans leur vie. Nous créons des composteurs, nous demandons à manger bio et local dans nos cantines, nous faisons des études sur la qualité de notre environnement de travail pour ne donner que quelques exemples concrets. Néanmoins, nous savons que c'est peu et que ces actions ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux climatiques. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous demandons aux décideurs qui sont ici à la COP23 des actions concrètes sur l'éducation, la facette économique et la justice climatique. Au niveau de l'éducation, il nous semble indispensable de non seulement sensibiliser notre génération, mais aussi les responsabiliser sur les conséquences de leurs actions, ainsi que leur procurer une éducation qui mène à une compréhension profonde du réchauffement climatique. Au niveau de la facette économique, nous vous demandons d'alléger les procédures administratives pour allouer des fonds suite aux catastrophes naturelles, d'augmenter dès maintenant les fonds pour accompagner les populations déjà touchées, notamment sur les zones inondées ou les zones de sécheresse. Et sur la justice climatique, nous souhaitons que chaque gouvernement donne dans son pays l'exemple dans son comportement et s'engage non seulement à punir les actions négatives des pays qui ne se tiennent pas aux limitations, mais aussi de récompenser les actions positives. Pour conclure, nous soulignerons que le changement climatique est une réalité, mais pas une fatalité. Nous vous incitons à gratifier, mettre en valeur et récompenser les actions positives pour donner de l'espoir à tous. Ce que je voudrais rajouter là, en un mot, c'est que les jeunes ont écrit ce texte hier en moins de 2 heures. Et tous les mots viennent d'eux, tout ce qui a été écrit est venu d'eux. Ils ont fait un travail remarquable et vous avez un 2e texte qui va vous être lu. Je voudrais juste préciser avant que les sujets dont on parle dans notre texte ont déjà été abordés dans le débat maintenant, mais on avait envie de vous faire part de notre travail quand même. Moi, membre de l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire, je suis là pour parler de notre avenir, le mien, celui de nos descendants et de tous ceux qui n'ont pas de voix. L'éducation au changement climatique responsabilise chaque jeune du monde. Cette éducation peut être formelle, à l'école, ou informelle, au quotidien. Nous voulons prôner l'éducation au développement durable en instaurant des cours ludiques et éducatifs dès le plus jeune âge, 6 ou 7 ans, de manière internationale dans les programmes scolaires. Ces compétences obligatoires consisteront en une formation et une sensibilisation à l'éco-citoyenneté et à la protection de l'environnement. Cela permettra de prendre conscience de notre avenir et de l'impact de nos actes sur notre planète.
Cela implique de former le corps enseignant afin de proposer une éducation de manière compétente et qualifiée. De plus, deux parties importantes de la vie des jeunes sont l'éducation informelle et les mouvements de jeunesse. Car comment mieux nous convaincre qu'en nous formant ludiquement et entre nous ? Cependant, il existe trop peu de mouvements de jeunesse vraiment globaux, axés sur le développement durable. Nous voulons un tel groupe. Un groupe apolitique global, bien qu'adapté aux réalités de chaque région. Il devra former les jeunes par des activités concrètes au développement durable et à l'éco-citoyenneté. Cela créerait une génération convaincue, formée aux gestes quotidiens et à bas prix. Cette organisation devrait être globale, supervisée par un organisme global en réponse à un problème global. En conclusion, il faut, par le biais de l'éducation, sensibiliser les jeunes au changement climatique et à ses conséquences mondiales pour les motiver, afin d'optimiser leur implication dans des projets durables en adéquation avec leurs réalités, leur culture et leurs valeurs. Ces programmes doivent être accessibles à toutes les personnes, car les acteurs de la société et les responsables de l'avenir de notre planète, c'est nous. C'est juste dommage qu'on ait fait le débat avant. C'est dommage que les sujets... ça aurait été mieux qu'on introduise. Voilà, on me demande de répondre. La seule réponse que je peux apporter, c'est d'abord de vous féliciter. Et vous êtes les acteurs du changement dont vous ne trouverez pas les solutions dans des textes. J'ai entendu tout à l'heure, on a commencé par ça, article 6, article 12, faites-en 18, on trouvera une solution plus pratique. Mais ne vous arrêtez pas au texte. Je ne dis pas que les textes ne sont pas importants. Vous qui voulez devenir juriste, si j'ai bien compris, ou avocate hier soir, ne vous arrêtez pas à ça. Parce que le sel de la vie, ce qui donne de l'ambition, mais surtout de la motivation, ce qui fait plaisir, c'est pas dans les textes, c'est dans la tête. Et si vous êtes convaincu de ce que vous avez lu, je crois que cette planète a de beaux jours devant elle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, merci de ces deux textes. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Alors, merci beaucoup pour ces textes. Juste 2 points. Vous n'avez pas, alors j'entendais tout à l'heure, ces petites actions, ça changera pas le climat, mais enfin ça changera pas, ça a peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais ça sera quand même une goutte d'eau. Donc n'hésitez pas à vous engager. Vous n'avez pas vocation, vous les jeunes, à sauver le climat. Par contre, vous avez une obligation de vous engager. Ça, c'est évident. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà des organismes, et nous alors après on aura différents événements durant la journée, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais entre les 2 tables rondes, on va présenter des outils de sensibilisation au climat, à la transition énergie, des jeux qu'on a développés. Il y a des organismes qui font des COP justement citoyennes, où on vous implique, on voit comment vous négociez. Il y a tout un tas de choses qui existent, donc engagez-vous, fédérez-vous avec d'autres acteurs, avec nous, avec d'autres, pour vous éduquer sans attendre que ça vienne d'en haut. C'est tout ce que je peux vous dire et ça va dans le sens de ce que vous avez lu. Bien, eh bien, nous allons reprendre les questions. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Sidonie Molly et je viens de France. Donc, ma question, c'est les enjeux de la protection de la planète posent l'équation de la survie des générations futures. Dès lors, pourquoi ne pas associer officiellement les jeunes aux prises de décision climatiques ? Oui, alors, c'est Simon qui répond, non ? Non, ben oui, ce serait une bonne suggestion. Je ne sais pas quelle est la mise en œuvre. Il y a déjà beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Vous êtes ici et ça en est un témoignage, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que donc il y a souvent de l'écoute de nos gouvernements vis-à-vis des jeunes. Je ne sais pas, par exemple, si l'événement organisé en France, il y a des jeunes qui sont impliqués. Oui, quand même. Oui, je pense. Donc voilà, mais c'est pas effectivement entre être présent, être sollicité, participer, écouter, c'est pas la même chose que participer réellement aux décisions. Et ce serait tout à fait souhaitable. Je crois qu'on pourrait mettre ça en œuvre. Merci. Un élément de réponse. Alors, il se trouve, comme je vous l'ai expliqué hier, qu'il y a un organe représentatif des jeunes à l'UNFCCC, c'est Youngo.
Cependant, ils n'ont pas accès aux négociations. Ils ont accès à des consultations informelles et c'est déjà une avancée. Mais de fait, c'est un combat à mener. Menez-le. Vous avez toute la légitimité pour le faire. Effectivement, on peut intégrer les jeunes dans ces négociations. Il y a une question qu'il faut se poser cependant. Quand tout le monde fait la requête de participer aux négociations, les peuples indigènes, les jeunes, les très jeunes, les femmes, les genres, etc., évidemment, c'est génial. Mais imaginez la complexité que deviendraient ces négociations qui sont déjà très complexes. C'est une question que je pose, c'est juste une question. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Jennifer Pascal, je viens de France. Quels sont les changements comportementaux absolument nécessaires afin d'éviter le pire? Oui, quand on regarde les objectifs qui sont généralement ceux des pays européens, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050, ce qui est tout à fait indispensable si on veut respecter l'objectif de l'accord de Paris, le maintien du réchauffement climatique lié aux activités humaines bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, eh bien effectivement, ça mérite, ça ne se fera pas sans une attention particulière. Alors d'un côté, bien sûr, il y aura des développements technologiques au niveau des énergies. Vous savez très bien que l'énergie représente à peu près les 3/4 de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des efforts qui peuvent être faits au niveau de la technologie, mais on ne peut pas imaginer une lutte efficace contre le réchauffement climatique sans, disons, un regard sur nos comportements et un changement de comportement. Bien sûr, l'efficacité énergétique, c'est bien, mais il y aura aussi besoin d'une sobriété. C'est-à-dire l'efficacité, c'est utiliser de façon optimale l'énergie dont on dispose. La sobriété, c'est essayer de faire attention aux gestes que l'on fait, aux comportements que l'on a pour, disons, consommer moins d'énergie. Et il est assez évident que sans sobriété énergétique, eh bien, il sera assez difficile de respecter les objectifs qui sont ceux de l'Europe et qui, pour la France, sont même plus, disons, dans le plan climat annoncé récemment par Nicolas Hulot, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Et ça, c'est vraiment pas facile. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, je rejoins tout à fait sur le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces changements de comportement. Vous donnez des petits indices sur ce que vous devez faire. En fait, les changements de comportement, ils doivent être dans tous les domaines. Et cette thématique est d'ailleurs très bien prise en compte aujourd'hui. Enfin, très bien. Elle est prise en compte. On a un plan 4 décennal sur les modes de consommation et de production durable au niveau des Nations Unies. On a tout un tas d'activités, mais le changement de comportement, ça va devoir se faire à votre niveau. On parlait de la transition énergétique. Quand on parle de transition énergétique, et quand nous on fait de l'éducation, quand nous on va dans les écoles, dans les universités, la première chose qu'on nous dit, c'est les énergies renouvelables. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, on n'arrivera pas à atteindre cet objectif des 2 degrés, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de développement durable si derrière, il n'y a pas un changement de comportement. C'est la même chose pour les déchets. Si vous n'arrivez pas à réduire les déchets, vous pouvez faire tout le recyclage que vous voulez, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Donc le changement de comportement, il s'applique dans tous les domaines, dans l'eau, dans l'énergie, les déchets, les transports, les habitats, et il concerne tous les acteurs, y compris dans leur pratique professionnelle. Donc c'est un peu ça que je voulais souligner. Juste un point, je rappellerai ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que la première chose, pour vouloir changer des choses, c'est de se changer soi-même. Et je crois que c'est la première chose à faire, et puis ensuite changer nos comportements, et puis nous pourrons faire évoluer les choses à l'extérieur. Question suivante. Donc bonjour à tous, je m'appelle Louis Mottret, je viens de France. Et je voulais savoir quel est votre rapport aux réfugiés climatiques et aux populations victimes du réchauffement climatique. Donc, oui, sur ces aspects, je pense... alors j'ai un peu la prudence du dernier rapport du GIEC et de beaucoup de collègues qui, quand on regarde les réfugiés, en tout cas en Europe, beaucoup nous viennent... disons de l'Afrique subsaharienne ou bien de la Corne de l'Afrique. Bien sûr, actuellement, disons, il est, je crois, les raisons de, disons, des habitants d'une région à la quitter peuvent être multiples. Le climat en est une, il y a l'instabilité aussi, bien sûr.
souvent des difficultés au niveau agricole, mais qui elles-mêmes sont liées au niveau climatique. Alors, le GIEC se refuse à donner un chiffre, mais c'est clair que tout le monde s'accorde à dire qu'en cas de réchauffement climatique important, eh bien, on ira vers de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y a trois raisons principales pour, disons, trois raisons qui font que les gens quittent la région où ils vivent. C'est l'élévation du niveau de la mer. Il y a certains pays qui peuvent être très affectés. Bien sûr, ce sont aussi les catastrophes, les sécheresses qui généralement sont à l'origine de difficultés par rapport à la sécurité alimentaire. Globalement, la sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire est très liée au climat. Et puis aussi les catastrophes naturelles, donc soit des cyclones ou bien dans certains cas des inondations qui font que certaines régions. Donc comme il y a un risque d'accroissement de ces trois composantes, malheureusement en cas de réchauffement climatique, eh bien on risque d'avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. Et on cite déjà, pour revenir sur l'histoire récente, il y a beaucoup de débats, mais dans le cas par exemple de la Syrie et du Moyen-Orient en général, qui a subi des sécheresses récurrentes dans les années 2000, il y a eu en Syrie 1 million d'habitants des campagnes qui ont dû migrer vers les villes syriennes, et certains politologues pensent, alors il y a beaucoup de discussions, donc pensent en tout cas que c'est une des composantes de l'instabilité de cette région, c'est très clair. Donc, une des conclusions du rapport du GIEC qui touche aussi à cela, bien sûr, puisque ça entraîne des réfugiés climatiques, c'est que le réchauffement climatique accroît le risque de conflits violents. Donc avec à la clé, là aussi, bien sûr, des réfugiés politiques, mais aussi climatiques. Merci. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Amine et je viens de Belgique. Alors ma question c'est, quel est le message le plus important que vous voudriez transmettre à la jeunesse et comment vous voudriez l'adresser, et inversement aux adultes? Oui. Alors je ne sais pas, je ne vais pas répondre tout seul, mais je réponds pour... bon après, tu vas répondre Simon. Oui. Tu vas répondre. Et puis Guillaume aussi ou Stéphane. Moi souvent je fais beaucoup de conférences grand public, et alors le message que j'essaye de donner vis-à-vis de la jeunesse, votre génération, c'est qu'évidemment, ce qu'on souhaiterait, je ne dis même pas ce qu'on vous demande, mais ce qui est vraiment souhaitable, c'est que vous mettiez en place, vous participiez à la mise en place d'un nouveau mode de développement, je dirais vraiment complètement différent de celui sur lequel ma génération s'est développée. C'est très clair, on s'est développé sur... disons, une absence de regard sur tout ce qui concerne les ressources planétaires, le climat, l'environnement en général. C'est un peu ça, peut-être pas individuellement, mais collectivement, le constat est là. Ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on souhaiterait, et ce qui est souhaitable si on veut lutter contre le réchauffement climatique, et généralement, quand on parle des ODD, plus généralement, c'est un peu vrai. Et je pense, moi, le message que je donne, c'est que ça reste aussi le message du GIEC. Je veux dire, c'est quand même... D'une certaine façon, c'est assez enthousiasmant pour votre génération, parce que c'est possible techniquement, ça reste possible, il faut le vouloir, et économiquement viable. Disons, ce nouveau mode de développement serait plutôt, disons à notre avis, créateur d'emplois que le contraire. Donc je pense que des jeunes d'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'inventivité, bien sûr, de recherche, d'innovation. Alors bien sûr sur les techniques, mais aussi plus sur le tissu social, sur la relation entre les gens. On voit bien que beaucoup de choses, c'est pas simplement la transition, c'est pas simplement des techniques, c'est aussi beaucoup des comportements, disons le renforcement du lien social. Et je pense que ce mode de développement, il est assez attractif. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, et que donc il ne faut pas baisser les bras. Et moi, je souhaite toujours donner un message d'espoir. Et je termine souvent en disant, je suis chercheur, et il nous faut vraiment des gens de votre génération qui se consacrent à la recherche dans tous ces domaines liés, bien sûr, à l'environnement et au réchauffement climatique. Merci. Je voulais juste donner un tout petit élément de réponse sur les réfugiés climatiques, avec le lyrisme qu'on a à notre âge, nous les jeunes. Le fait de partir de chez soi, c'est toujours une souffrance. Les réfugiés climatiques, il n'y a que deux choses qu'il faut faire avec eux, c'est être en empathie et les accueillir. Parce que ici, vous êtes de différents pays. Aujourd'hui, vous êtes des amis, demain, vous serez peut-être des frères. Les personnes qui sont les plus vulnérables doivent savoir qu'on les soutient au quotidien. Et c'est à la jeunesse de prendre cela en charge. Par rapport au message le plus important, évidemment, moi c'est
allez-y, allez-y. Surtout, prenez action, prenez le pouvoir au niveau local. Vous en avez le droit, il y a des moyens qui sont mis en place. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'États qui vous soutiennent, parce que beaucoup d'États, ici à une table ronde qui a rassemblé différents pays, des ONG, ont eu comme conclusion l'importance des initiatives locales. La jeunesse peut être une initiative locale, il faut la créer. Et vous aurez toujours du soutien des professeurs qui sont ici, j'en suis certain. Je vais intervenir sur ce coup-ci. Juste regardez là-haut, là ce que vous voyez, climat, migration et solidarité, l'art du collectif. Donc c'est le sujet de la 5e édition internationale d'Arts Planet. Dans le pavillon de nos amis de la francophonie, c'est le 2e cycle d'exposition qu'on a fait là pendant la COP. Et chaque année, on prend ce type de sujet. Et le citoyen se mobilise avec effectivement le lien émotionnel qui vient d'être évoqué. Mais peut-être pour vous dire notre propre sentiment sur cette question. La question du réfugié climatique, c'est une question qui est centrale. Parce que la base de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, elle était basée sur un principe qu'on a tendance un peu à oublier, qui était un principe d'équité. Je pense que Jean, d'accord, on a participé à des phases historiques de toutes ces mises en place, et l'équité a failli disparaître à Durban. Je crois que tu t'en souviens aussi. On y était dans la salle, nous. Elle a failli disparaître à Durban. On était dans la phase d'échec de construction de l'après-protocole de Kyoto, qui a débouché sur la construction de l'accord de Paris, qui justement fait le processus ascendant et descendant. Donc pourquoi il a failli disparaître ? Parce que qui dit équité dit un mot qu'un autre jeune a employé tout à l'heure, et on bascule très rapidement dans le mot de justice. Et bien sûr, pour des gens comme nous, bah oui, on y pense. Mais ça veut dire quoi le mot justice ? Il faut comprendre le poids des mots, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand il a parlé des groupes des observateurs, nous sommes un groupe, nous participons à ces groupes d'observateurs. Et notre voix, elle n'est pas prise, c'est les États partis qui négocient. Les États partis, c'est eux qui négocient. Mais on est consulté, on a un pouvoir d'action juste colossal. Quand on parle des actions locales, vous travaillez avec les gouvernements locaux, quand on parle des gens. Mais revenons à la question de la justice et du réfugié climatique. C'est central de comprendre pourquoi c'est un sujet tout simplement explosif, mais qu'on doit quand même aborder avec sérénité. Parce que dès que vous allez employer le mot de justice climatique, vous avez un petit mot derrière qui a une consonance juridique, et il y a réparation. Alors dans le cadre des négociations, on emploie un mot qui doit vous perdre, vous les jeunes, on parle de perte et dommage. Ce n'est pas le même mot. Perte et dommage, c'est autre chose. C'est ce qui ne pourra pas être pris en compte par les processus d'adaptation et de réparation ou autres, ou de mécanismes de financement. Mais la justice climatique, c'est une problématique éthique. Alors comment on va le gérer ? On ne sait pas le gérer. Et je vais vous dire, vous serez certainement à ma place beaucoup plus vieux, et vous aurez peut-être, j'espère, des avancées dans la Convention, mais ça ne marchera pas. Donc par contre, nous, citoyens du monde, c'est un sujet central. Parce que le climat, et je vais m'arrêter là-dessus, il faut que vous le compreniez, ça répond aussi aux autres questions, ce n'était pas une problématique à la base. On avait une trajectoire de décroissance bas carbone, on est d'accord, et on pouvait s'en sortir quand on a mis en place le protocole de Kyoto. Moi j'y étais, on aurait dû avoir un pic carbone, on avait des mécanismes, on avait une décroissance carbone inscrite et ça aurait pu être faisable. Depuis cet précédent échec, c'est devenu un problème de responsabilité réelle. Et pas d'équité dans le développement, mais réel historique, parce qu'on a loupé le coche de cette décroissance carbone qui aurait pu nous permettre d'aller moins grave dans ce qui est en train de se passer. Vous comprenez ? Et ça, c'est vachement important. Et aujourd'hui, moi, on travaille beaucoup en Afrique, vous l'avez compris, on a les mains dans le cambouis tous les jours. Mais l'air de rien, on a un vrai problème quand on leur parle de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'ils ne sont pas responsables, nos amis africains. Mais ils vont l'être demain si on ne les aide pas à se développer de manière cohérente. L'urbanisation, tout à l'heure, quelqu'un en a parlé. 530 millions d'habitants urbains aujourd'hui, 1,3 milliard d'urbains d'ici le milieu du siècle. Une transition urbaine jamais expérimentée. Vous imaginez les conséquences ? Et ces gens, les principaux réfugiés climatiques, ne viennent pas chez nous. Je suis vraiment désolé de le dire. On est d'accord, Jean ? Je suis vraiment désolé. Ils viennent chez nos amis déjà vulnérables. Allez parler, là je suis sous la délégation nigérienne, on bosse avec eux. Allez parler autour du lac Tchad. Allez parler des zones vers Zinder ou autres. C'est eux qui subissent les plus grandes migrations climatiques. Ils sont déjà dans des zones de vulnérabilité. Écoutez bien les jeunes, c'est très important de comprendre ça. Ils sont déjà saturés de vulnérabilité. Ils ont des problèmes alimentaires incroyables, des problèmes d'accès à la ressource en eau incroyables. Et c'est eux qui sont en train d'accueillir des populations dans des zones de vulnérabilité. Et nous, on fait la fine bouche chez nous, et je rejoins le côté éthique de la chose, pour en accueillir un certain nombre. Alors vous comprenez bien que c'est des problèmes super importants, mais il faut que vous les preniez à bras-le-corps pour les comprendre, pour agir. Parce que vous allez toucher au plus cœur du citoyen, de l'émotion, mais du politique, jeunes gens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment là-dessus. Et ce qui est en train de se passer, j'aime bien le panel qu'il y a là, parce qu'il faut que vous compreniez que c'est du multisecteur, du multi-acteur. C'est éminemment compliqué, mais vous et nous, on est un peu plus vieux que vous. Et comme il a dit tout à l'heure, je ne sais pas lequel des deux l'a dit, moi sincèrement, j'aimerais être de votre génération.
pas parce que j'ai du jeunisme dans la tête, parce qu'à notre époque, on ne savait pas ce qui se passait. On a fait des choses qui sont des hérésies de développement. D'accord? Et aujourd'hui, je rêverais d'avoir 30 ans de moins, j'en ai 54, d'avoir 30 ans de moins, 40 ans de moins, et d'avoir cette espèce de grand échiquier des possibles qui nous permettrait d'agir différemment. Alors, nous, on est là pour passer le flambeau. Ce n'est pas nous qui allons réussir à gagner l'histoire, mais vous êtes néanmoins dans l'obligation, je crois qu'on l'a tous dit, de vous renseigner. Il faut que vous alliez au fond du débat pour comprendre que ces mots qu'on vous dit, ce n'est pas du baratin, ce n'est pas de l'émotion. Il y a derrière énormément de processus complexes que vous allez devoir comprendre quelque part pour être des bons acteurs de la transition. Je m'excuse d'être des fois par long, mais c'est rare qu'on ait autant de jeunes ici à la COP, donc on est super contents à nouveau. Mais repartez chez vous avec les bons messages pour mettre en œuvre, et même là, bougez les gens que vous allez rencontrer pour leur parler de ces vraies problématiques. Voilà, merci beaucoup. Bon, prochaine question. Bonjour, je me nomme Kwadio Neri. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ma question est, dans le cadre de la COP23, le but avoué des partis représentés est de réduire l'augmentation des températures de 2 Celsius d'ici 2050, selon les accords de Paris. Comme concilier ce challenge avec le mode de vie élevé actuel. Mais vous n'avez pas écrit. Oui, donc je réponds, peut-être que d'autres pourront répondre. D'abord, je voudrais quand même faire, par rapport à ta question, j'aurais aimé faire apporter une précision. Quand on parle des 2 degrés, c'est les 2 degrés à long terme, c'est-à-dire ce n'est pas 2 degrés en 2050. Ça, c'est ce qui change beaucoup. J'espère qu'on n'atteindra pas 2 degrés en 2050, ou alors on sera vraiment mal parti. Donc, enfin 2 degrés de plus, bon, qu'on ait 1 degré de plus par rapport à aujourd'hui, c'est malheureusement pas impossible. Nous sommes plutôt sur ce type de trajectoire. Mais donc on parle bien de l'objectif de limiter le réchauffement climatique à long terme, en deçà de 2 degrés. Il s'agit bien de l'objectif. En gros, l'idée, c'est que les activités humaines, disons, n'apporteront jamais dans le futur un réchauffement supplémentaire plus grand que 2 degrés. Il y a toujours une variabilité naturelle, mais disons, malheureusement, je dirais que c'est ce qu'apportent les activités humaines dans le contexte climatique qui prend le pas sur la variabilité naturelle. Alors comment faire? Effectivement, l'objectif est très clair, puisque si on veut maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, une condition nécessaire mais pas suffisante, c'est de laisser l'essentiel des combustibles fossiles qu'on a à notre disposition là où ils sont. C'est très clair, c'est un message très clairement exprimé dans le dernier rapport du GIEC. On n'a plus qu'une vingtaine d'années d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. Donc ça pose effectivement la question du mode de développement. Alors, disons, ce mode de développement, bien sûr, d'un côté, on a besoin d'énergie pour se développer, mais le premier levier, c'est quand même l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, dans tous les pays de cette planète, je pense qu'on utilise beaucoup l'énergie, disons, de façon inefficace. Donc, il faut augmenter l'efficacité énergétique. Après, on peut regarder évidemment au développement des énergies renouvelables, qui a quand même un énorme potentiel. En particulier, nous sommes ici, beaucoup... je remercie tous les Africains qui sont ici. Disons, l'Afrique, quand on regarde le potentiel renouvelable, est vraiment le continent qui a le plus grand, enfin, disons, le plus fort potentiel d'énergie renouvelable, en termes de solaire, mais aussi d'éolien, éventuellement de biomasse dans certaines régions, d'hydraulique dans d'autres. Il y a vraiment ce potentiel, mais évidemment, ce sont des investissements importants et ce potentiel ne pourra pas s'exprimer s'il n'y a pas des mécanismes qui font que, disons, l'Afrique soit aidée pour aller vers aussi elle-même, parce que je pense que c'est indispensable, vers un mode de développement sobre en carbone. C'est pour moi très clair. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux et on est, je dirais, je l'ai dit dans d'autres... On est aussi devant la difficulté que si on veut rester en deçà de 2 degrés, alors on va parler d'1,5 degré qui est encore plus difficile, mais pour rester en deçà de 2 degrés, ça sera extrêmement difficile de le faire sans trouver un moyen
de pomper du carbone de l'atmosphère. On parle d'émissions négatives. Et ça, c'est pas un cadeau à vous faire. En gros, bon, c'est un peu égoïste pour nos générations, mais il faut bien admettre qu'on vous laisse un monde que vous devez complètement transformer, ce qui n'est pas complètement négatif, mais vous devrez, en tout état de cause, vous adapter à un climat, même 2 degrés, un réchauffement de 2 degrés, c'est un climat différent d'aujourd'hui. Il y a une capacité d'adaptation, mais il faudra la mettre en marche, vraiment, la concrétiser. C'est pas si simple, ça demande aussi des investissements. Mais aussi, il y a ce risque que vous deviez, si on veut rester en deçà de 2 degrés, à un certain moment, peut-être pas, mettre en marche des mesures pour diminuer les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est pas facile le monde qu'on vous laisse, et ça je dois l'admettre, mais c'est bien, pour répondre à la question qui est posée, c'est bien ça qu'il faut faire. Si on veut rester en deçà de 2 degrés, c'est encore beaucoup plus difficile si on veut rester en deçà de 1,5 degré, ce qui est tout à fait les arguments des pays qui plaident pour cet objectif encore plus contraignant sont tout à fait pertinents, puisque ce sont généralement des petites îles ou des régions côtières des océans Pacifique et des océans Indiens qui ont je dirais la triple peine: élévation du niveau de la mer, événements extrêmes, en particulier des cyclones, et puis pour tous ces pays qui sont généralement, dont l'économie est construite autour de l'océan, aussi bien du tourisme que des ressources halieutiques, et bien l'acidification de l'océan risque aussi d'être un problème. Donc on comprend très bien, il y a vraiment les arguments scientifiques, pour que ces pays, en tout cas souhaitent viser un objectif encore plus proche de nous, de 1,5 degré. Alors, oui, peut-être une précision. Très clairement, alors, quand on parle de 2 degrés, ça va ? Quand on parle de 2 degrés, il ne faut pas oublier que c'est 2 degrés en moyenne. Il y a certains pays qui, aujourd'hui, sont déjà au-dessus des 2 degrés. On a accueilli d'ailleurs un centre de recherche sur l'adaptation en Afrique qui parlait déjà de régions où on est déjà à plus de 2 degrés, dans des régions qui sont déjà vulnérables au climat. Sans changement de comportement, sans changement de modèle de développement, et particulièrement, on en parlait tout à l'heure, avec les pressions aujourd'hui qui s'exercent en Afrique, on n'y arrivera pas. Je pense que tous les scénarios sont assez d'accord là-dessus. On n'arrivera pas à atteindre les 2 degrés et encore moins les 1,5 degrés qui semblent aujourd'hui, au vu des chiffres, illusoires. Par contre, on peut se demander, le modèle de développement qui est fait aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'opportunités. Ça va être le message d'espoir. Il y a un grand nombre d'opportunités qui existent, notamment sur le continent africain et notamment aussi dans le domaine de l'énergie, du bâtiment, etc., pour avoir des modèles de développement qui soient bas carbone. À côté de ce côté technique, par contre, on a besoin de tous. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis un peu moins jeune, je suis un peu plus jeune, un peu plus vieux que vous et un peu plus jeune que ceux qui sont à la table. Je vais être intermédiaire. Vous avez dit votre âge, je l'ai pas. Voilà. Donc je vais vous donner un avis de quelqu'un qui est intermédiaire. Il faut se battre, mais n'espérez pas que vous ayez la solution miracle. La bataille, elle va être longue, elle va être dure. Vous allez vous frotter à des inerties qui sont très très importantes. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Derrière les messages d'espoir qu'on essaie de véhiculer, il y a aussi une réalité. Et moi, en tout cas, nous, derrière les discours politiques où on dit l'éducation, il faut le mettre au premier plan, etc., il y a quand même un travail qui est à faire. Et ce travail-là, il est long, il est dur et on a besoin de vous. Voilà, mais n'espérez pas la solution miracle, impliquez-vous, travaillez avec nous, travaillez pour votre futur, travaillez pour le futur de tous. C'est un peu le message que je veux véhiculer aussi par rapport à ça. Une dernière question. Justice climatique, utopie ou réalité pour... Alors, cette question, elle a énormément de valeur et elle peut être interprétée de différentes manières. Personnellement, quand on me pose la question de la justice climatique, je vais parler de la justice intergénérationnelle. Il ne s'agit pas de la justice entre la génération de Jean Jouzel et la mienne, puisqu'on n'est manifestement pas de la même génération. Je pense qu'ils insistent quand même. Hein. Bon, vraiment, c'est dur quand même. Putain, même la génération intermédiaire, ils sont quand même durs. On parle ici de nos générations, à nous, tous présents ici sur la table, et des générations futures, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est ça la justice intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser ? Qu'est-ce qu'on aura fait durant notre vie pour que les générations futures aient une terre plus belle que ce qu'on a reçu ? Donc oui, la justice climatique est un domaine dans lequel j'ai un peu réfléchi et travaillé. Alors il
pour beaucoup, on pourrait parler plutôt d'injustice climatique, c'est-à-dire que le fait que les pays en développement n'ont que peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre, je crois que c'est cumulé 4% pour l'Afrique, hein, et disons sont malheureusement parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. Il y a un autre point, donc cette notion de pays en développement et pays développés reste au cœur de la justice climatique qui est, pour la première fois, cette notion est rentrée dans l'accord de Paris. Hein. C'est la première fois que c'est tenté. Alors par la petite porte quand même, hein, si on regarde le texte, c'est... voilà. Mais oui, voilà, dans le préambule et de façon un peu... disons simplement, on y fait allusion, c'est cité, donc c'est là. Mais je me suis personnellement intéressé aussi à un autre aspect de la justice climatique qui est pour les pays développés. Et c'est cette idée que donc, je l'ai fait avec une collègue, Agnès Michelot. Donc, je suis au Conseil économique, social et environnemental en France et on a publié l'an dernier un avis sur justice climatique, enjeux et perspectives pour la France. Alors pourquoi doit-on aussi se pencher sur la notion de justice climatique dans un pays comme la France, ou généralement les pays développés? Eh bien, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. En gros, dans les pays développés, ce sont les couches les moins favorisées de la population qui ont le plus de mal, qui risquent d'être le plus affectées par les conséquences du réchauffement climatique et qui ont généralement le plus de mal à repartir lorsqu'il y a, par exemple, des événements extrêmes. Il suffit de regarder ce qui se passe à Saint-Martin actuellement. Hein, disons que les couches défavorisées de la population sont, disons en tout cas, ont plus de mal à repartir. C'est vrai aussi aux États-Unis quand on regarde, disons après des catastrophes comme Houston ou la Nouvelle-Orléans. Eh bien, disons les couches défavorisées de la population, disons généralement sont moins bien prévenues, ne peuvent pas quitter le lieu des catastrophes annoncées comme des cyclones de façon facile, et après se remettent beaucoup plus difficilement en route. Et donc il y a aussi cette notion de nécessité de réfléchir, disons on ne rêve pas bien sûr que le réchauffement climatique, disons qu'on peut gommer les inégalités, mais ce qui serait souhaitable, c'est qu'au moins le réchauffement climatique dans les pays développés, mais bien sûr la justice climatique vaut aussi pour les pays en voie de développement, n'exacerbe pas disons les inégalités. C'est ça qui est important, c'est cette notion aussi, c'est sous cette notion de justice climatique on trouve aussi ce souhait sur lequel on a réfléchi, c'est des mesures de prévention, évidemment des mesures d'éducation aussi, bien sûr. Mais voilà, la justice climatique est une notion qui prend de plus en plus d'importance et dont j'espère qu'elle va prendre de plus en plus de place dans les accords de la Convention climat. Je suis très heureuse que nous finissions la table ronde sur cette question de la justice climatique, parce que effectivement, je disais au début que cette éducation à la transition écologique allait au-delà de l'éducation à l'environnement, au développement durable, parce que nous incluons, dirais-je, sous le même vocable, quand nous travaillons pour l'éducation à la citoyenneté planétaire, c'est-à-dire qu'à la fois sous le même vocable, nous entendons la protection de la planète, mais aussi la transformation de la société, et on ne peut pas dissocier un de l'autre pour aller vers plus d'équité par le monde. Ah non, c'est pas, il est pas... Bien, moi je voudrais juste dire un mot. Vous avez parlé d'intergénérationnel. Alors, il y a des jeunes, alors, on les voit. Il y a des moins jeunes. Il y a Simon, par exemple, là, il est moins jeune. Puis il y a des encore moins jeunes. Il y a Maryse, il y a moi, par exemple. Mais tous ensemble, depuis hier, on a une façon de se dire merci, de se dire au revoir. C'est l'aller. Ah ben encore un peu mieux. L'aller. Voilà, l'aller. Merci.